Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à la marqueterie de plumes en compagnie de Béatrice Boss-Lemoel, fondatrice de Plumavera. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et elle s'inscrit également dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et j'insiste justement tout de suite sur le fait qu'on a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Et vous êtes vous aussi architecte d'intérieur, décorateur, designer, professionnel du domaine dans tous les cas, invité à prendre la parole, à engager la conversation. Pour cela, je vous invite à utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran et à me poser directement par écrit vos questions. Je m'occuperai de les transmettre au fil de la discussion et nous prendrons bien sûr le temps de répondre à chacun. Et je pense que nous pouvons tout de suite commencer, Béatrice, peut-être par donner peut-être en guise d'introduction une explication, une définition de la plumasserie. Qu'est-ce que la plumasserie? Bonjour à tous et merci d'être si nombreux à écouter et à découvrir mon univers de plumes. Donc effectivement, c'est une bonne question parce que beaucoup de personnes me posent la question, mais qu'est-ce que la plumasserie? Et la plumasserie, c'est l'art de la plume, c'est-à-dire le travail de la plume naturelle d'oiseau, nous, qui est normalement un métier dédié donc principalement pour le chapeau, la mode, le costume, les revues, la haute couture bien évidemment. Quand on remonte un peu dans l'histoire, on se rend compte que la plume a toujours été utilisée pour se mettre en évidence, pour montrer son importance dans la tribu. Et on trouve très rapidement des traces chez les Égyptiens, chez les Incas, les Aztèques, des Chinois, les Amérindiens, bien évidemment, en Océanie, en Afrique. Vraiment, toutes les cultures du monde ont utilisé la plume de différentes manières. En Europe, bien évidemment, la plume a eu une grande importance, beaucoup à la Renaissance. Et il y a une industrialisation de la plumasserie au XVIIIe et au XIXe siècle, puisqu'il faut imaginer qu'au XIXe, à Paris, on avait déjà plus de 800 maisons dédiées à la plumasserie. Donc, c'est vraiment l'âge d'or de ce métier. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être une vingtaine simplement de plumassiers dédiés principalement pour la haute couture et je suis peut-être l'une des rares à me dédier surtout à l'architecture d'intérieur, à la décoration. Après, notre savoir-faire a très peu évolué depuis le 19e siècle. On utilise les techniques traditionnelles que je vais par contre réactualiser avec les nouvelles matières pour mélanger la plume dans d'autres travaux. Et puis, notre outillage aussi n'a pas évolué puisqu'on utilise toujours les outils du 19e siècle, c'est-à-dire une petite pince, un couteau à friser et puis un couteau à parer que moi j'utilise tout simplement le cutter qui permet d'émincir la plume et gagner en souplesse pour certaines réalisations. Ben, on va voir justement un peu en détail cette technique et ces gestes. Peut-être sur cette question de la matière, justement, quelle variété de plumes utilisez-vous? Où est-ce que vous fournissez? Est-ce que vous les utilisez telles quelles? Est-ce que vous les teignez? Est-ce que vous appliquez un traitement? Alors, pour les fournisseurs, en fait, on a des grossistes qu'on appelle également des plumassiers. Et j'achète chez eux les plumes au poids, c'est-à-dire que je vais acheter quelques grammes ou parfois des kilos de plumes, ce qui fait des très grandes quantités d'oiseaux d'élevage. Donc, c'est vraiment des oiseaux qui sont élevés pour la consommation et la réutilisation de la plume par la suite. Donc, on a bien évidemment le coq, la dinde, la poule, l'oie, le canard, le paon aussi, le faisan. Et toutes ces plumes proviennent principalement d'Afrique du Sud, de Chine, de l'Europe de l'Est, un peu de la France également. Et après, j'ai également la chance de travailler avec une éleveuse d'oiseaux exotiques qui est basée en Bretagne et qui ramasse les plumes que ces oiseaux perdent naturellement. Et ça me permet d'avoir des plumes d'une couleur des plus extravagantes qui soient. Et bien évidemment, je travaille ces plumes de manière naturelle ou avec la teinture. Je développerai ça après pour les techniques. Et justement, quelles sont les étapes alors de la marqueterie de plumes pour passer de la plume que vous récupérez naturelle à la création même? Alors, pour tous les travaux de plumasserie, on travaille toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on va réceptionner donc ces plumes brutes, on va les passer dans un bain savonneuse, d'eau savonneuse, pardon.
On va les rincer à l'eau claire et à partir de là, soit on garde la plume naturelle, soit on va la teinter. Donc, j'utilise des teintures dédiées à la plume, mais de plus en plus des teintures naturelles que je vais utiliser, par exemple le curry, l'oignon, la betterave, pour apporter d'autres teintes aux plumes. On peut également les décolorer, les blanchir ou même les brûler. Donc, on ne brûle pas les plumes avec du feu, avec une flamme, mais avec un liquide basique, ce qui nous permet de brûler les barbules. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ressemble une plume pour comprendre ce qu'est une barbule. Vous voyez, vous avez une plume comme ça, la tige principale au milieu, on appelle ça le rachis. Les petites tiges qui en partent, ce sont les barbes. Et sur chaque barbe, il y a des tout petits crochets qui permettent à la plume, justement, et aux barbes, pardon, de s'accrocher les unes entre elles et qu'on appelle des barbules. Et donc, quand on brûle la plume, ces petits crochets disparaissent et on trouve plutôt avec des barbes très, très lisses et très, très espacées. Ça permet d'avoir un autre effet au niveau de la plume. Ensuite, bien évidemment, après toutes ces étapes, on va sécher la plume et, étape importante, les passer à la vapeur, parce que la vapeur va redonner du volume et de la souplesse à la plume. Ensuite, on va trier, parce que le métier de plumassier est vraiment très basé sur le tri, puisque les plumes sont tellement différentes les unes d'entre elles, on est obligé de les sélectionner une à une. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo, je pense à ça, qui permet de les choisir en fonction de leur aspect. Parfait. Voilà. Donc là, c'est justement le moment où je vais trier la plume, enlever la partie la plus dufteuse, parce que quand on fait de la plumasserie, cette partie dufteuse nous gêne pour tout ce qui est collage et montage. Donc voilà, c'est un long tri, puisqu'on va sélectionner vraiment la plume en fonction de sa qualité, de son aspect, mais également de sa couleur, de son motif, de sa texture et de sa taille. Après, bien évidemment, après le tri, on va les façonner. Donc, on va les découper. Par exemple, là, je suis en train de recouper une plume pour vraiment obtenir quelque chose de très rond. Mais on peut également les friser, les parer, les couvrir de feuilles d'or, de feuilles de cuivre. Ça marche. Donc, façonnage. Et après, pour le montage des plumes à proprement parler, on utilise principalement le collage pour la marqueterie. Le montage, par exemple pour mes luminaires sur les tiges de métal, je vais nouer ou mettre des gaines thermorétractables pour fixer les plumes. Également la couture pour réaliser par exemple des franges de plumes que l'on va pouvoir mettre sur des rideaux ou des coussins, d'autres tissus. Alors plus particulièrement pour la marqueterie, je vais utiliser un guide comme vous pouvez le voir sur ce papier. Donc il y a tout le dessin du graphisme et je vais vraiment étalonner la plume pour qu'elle corresponde parfaitement au graphisme et ensuite les coller une à une pour obtenir particulièrement l'effet voulu. Après, bien évidemment, avec la marqueterie, tout dépendra de l'usage de la plume, où est-ce qu'elle est collée. Ici, par exemple, j'ai encollé parfaitement la plume pour qu'elle puisse épouser le support. À cet endroit-là, j'ai plutôt privilégié le volume de la plume en ne mettant de la colle qu'à sa base et un petit peu le même travail ici pour garder la courbure naturelle de la plume de pintade. Après, pour par exemple cette marqueterie sur plateau de table, donc ce sont de la plume de queue de coq teinte en rouge que j'ai découpée en chevrons, que j'ai ensuite mis voilà, sur plateau. Et comme c'est une surface qui est très utilisée, je l'ai recouverte de résine. Donc, j'ai pas entièrement noyé les plumes dans la résine, mais je les ai laissées affleurer pour justement retrouver la matérialité de la plume. Et après, on peut s'amuser également sur le verre où la plume, donc avec la résine, devient très translucide. Il y a un très beau jeu d'ombre et de lumière d'ailleurs grâce à ça. Et on peut travailler vraiment un peu une idée de vitrail. Alors, je reçois une question, c'est peut-être le moment de vous la poser. Est-ce qu'il y Ouais. a un traitement particulier sur les plumes, par exemple pour les déparasiter? Est-ce qu'il y a une réglementation à ce sujet ou pas?
les plumes, je les lave pour justement enlever toute la graisse de l'oiseau et finalement tous les parasites qu'il pouvait y avoir dans les plumes. Après, il n'y a pas de traitement particulier parce que la plume va très très bien vieillir, elle va pas attirer plus d'insectes après lavage. Elle va pas non plus provoquer d'allergie parce qu'on a enlevé justement cette graisse que l'oiseau met sur les plumes. Après l'entretien, ça va être juste un dépoussiérage. Il n'y a pas oui, il y a pas de traitement particulier pour les conserver. Après, je peux aussi mettre une unifugation s'il y a besoin de les rendre non-feu, mais pas plus de traitement particulier à faire. Donc, c'est possible de les rendre non-feu. Oui. C'est intéressant à savoir. Donc, et jouer avec l'exemple, votre exemple de la résine, donc ça fait partie aussi des traitements pour protéger la plume, finalement, protéger vos créations, vous pouvez utiliser la résine. Complètement. Si c'est une surface qui va être très sollicitée où on veut vraiment que la plume ne bouge absolument pas, on peut mettre vraiment une fine couche de résine, comme on peut le voir ici, ou même sur un exemple là, où on a vraiment la plume qui a bu la résine, elle reste pratiquement comme une plume naturelle, mais sauf que elle garde en souplesse Peut-être et que elle vous est pouvez complètement juste protégée. arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse voir Ah, pardon, l'échantillon. Non, mais c'est pas toujours très, pardon. très Hop. naturel. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est une couche de résine très fine et les plumes ont bu entièrement la résine, ce qui nous permet d'avoir une certaine souplesse dans le support et de garder vraiment, là, on touche vraiment la plume sans l'abîmer et sans perdre en plus l'iridescence de la plume également. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment pour justement savoir exactement quelle quantité de résine pour avoir la couche la plus fine, en fait. Le plus fine possible. Et comment en êtes-vous arrivé à travailler les plumes, à avoir ce rapport avec une matière? Comme vous disiez, vous n'êtes vraiment pas très nombreux aujourd'hui à travailler la plume. Comment vous êtes on va dire, embarqué dans cette aventure? Alors c'est vraiment par hasard, hein, puisque déjà au niveau de mes formations, j'ai une formation artistique aux Beaux-Arts. Je suis diplômée d'histoire de l'art et c'est au gré de mes créations en fait hein, que j'ai rencontré la plume. Et le point de départ peut venir de justement de l'envie d'habiller une applique où je souhaitais une matière qui était blanche, translucide, qui fasse référence à la nature et qui bouge. Et finalement, la plume a parfaitement répondu à mes critères. Donc, je suis allée dans un magasin de loisirs créatifs classiques et donc, j'ai fait mon montage et j'ai tellement aimé ce rendu, surtout ce jeu de lumière avec la plume, que j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai commencé à chercher où est-ce qu'on pouvait se fournir en plumes d'oiseaux vraiment les plus variés. Et puis, j'ai surtout découvert ce métier de plumassier que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai pu me former à cette technique puisque à Paris, il y a le lycée Octave Feuillet qui dispense cette formation, un lycée professionnel de l'accessoire de mode. Et je crois bien que c'est le seul lieu où on peut se former à la plumasserie en France. Et donc ça, couplé aussi quelques cours d'architecture d'intérieur, parce que j'ai toujours aimé le volume et la 3D et la déco. Donc c'était tout naturel que pour moi, j'appliquais la plumasserie dans la décoration d'intérieur tout autour de la lumière dans un premier temps, et après aujourd'hui sur quasiment tous les supports. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus peut-être dans ce travail de la plumasserie? C'est vraiment cette matière très, très surprenante hein, qui finalement n'a pas de limite. Hein. On se rend compte que plus je la triture, plus je peux l'utiliser sur d'autres choses. On peut la broyer, on peut la mettre en poudre, on peut la brûler aussi avec des flammes. Euh, et là, elle se rétracte comme un cheveu, puisque la plume et le cheveu, c'est la même matière. C'est une matière presque infinie, en fait. On a l'impression d'avoir fait le tour et finalement, on découvre une autre plume. On connaissait l'oiseau, on connaissait ses plumes, mais il y a une plume qui était voilà, un peu cachée sous l'aile et elle nous donne d'autres possibilités de création. Euh, voilà, j'ai pas encore réussi à faire le tour de la possibilité de la plume, en fait. Et c'est cette richesse qui me plaît.
Et quelles sont vos sources d'inspiration pour vos créations? On va voir quelques exemples dans un instant, mais comment vous, voilà, vous vous inspirez Alors, les inspirations, elles sont assez diverses. Alors, bien évidemment, avec ma casquette d'historienne de l'art, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la signification des plumes dans les différentes cultures du monde. Et ce qui m'a amusé, c'est que chez les Amérindiens, par exemple, la plume de poule garantit un foyer harmonieux et confortable. Donc, je me dis, bah, ouais, il y a une bonne piste hein, que de travailler la plume dans un intérieur. Après, évidemment, il y a toutes les légendes. Parce qu'il y a beaucoup de légendes qui parlent de la plume. Et par exemple, la légende finlandaise, on découvre que la création du monde vient de l'explosion d'un œuf, hein, avec toute une ribambelle de plumes, de coquilles. Donc voilà, il y a plein d'histoires en fait dans toutes les cultures du monde qui parlent de la plume de l'oiseau. Enfin, pareil chez les Incas, les Aztèques, les mythes, les légendes antiques. Et après aussi des artistes qui m'inspirent, qui je fais référence de temps en temps. Il y a Soulage avec le jeu de lumière, bien évidemment. Il y a Tapiès parce il travaille beaucoup la matière. Il y a l'art japonais aussi dans l'épure et son rapport à la nature qui me parle énormément. Puisque effectivement ma source d'inspiration première est la nature pour sa richesse, sa variété, son côté indomptable que je retrouve dans la plume parce que faut savoir que la plume, même quand on a envie qu'elle fasse telle ou telle, qu'elle soit dans telle ou telle position ou qu'elle prenne telle ou telle forme, elle en fait un petit peu à sa tête et parfois on peut pas la mettre comme on en a envie, mais voilà, on accepte et au contraire, elle va nous inspirer autre chose et on va finalement aller plus loin dans l'idée que l'idée de base qu'on pouvait avoir. Et on gagne en richesse au final. je comprends. Et justement, sur ce processus de création, vous travaillez, alors on a vu votre base pour la marqueterie, vous travaillez toujours à partir de croquis, de dessins, ou vous créez spontanément selon les plumes que vous travaillez au fur et à mesure? Je crée aussi spontanément parce que parfois je suis juste en train de triturer la plume et elle se met dans une position intéressante et puis je vais aller un petit peu plus loin dans la matière. Je vais découvrir une autre manière de l'utiliser. Je vais l'amincir, je vais la couper. Donc parfois c'est la plume aussi qui m'oriente vers de nouvelles idées. Et après au niveau également de manière de travailler, ça peut être suite à mes observations, je peux retenir une sensation, un mouvement, une forme. Et à partir de là, je vais voir comment je peux l'interpréter avec la plume. Et, euh, comment Et je peux aussi travailler à partir d'un mood board, comme voilà, j'en ai un derrière moi, et je vais voilà compulser différentes formes, différentes images, des citations également, qui vont me permettre voilà de créer une nouvelle pièce. Donc finalement, mes manières de créer sont voilà, tout dépend du point de départ. C'est D'accord. assez varié. Et sur la question de l'expérimentation, l'exploration, vous parliez donc de vos recherches sur la résine en ce moment. Quelle part accordez-vous justement à cette expérimentation et est-ce que vous avez d'autres recherches en cours? Alors, c'est par rapport à l'expérimentation. Enfin, oui, je suis toujours en train d'essayer de créer de nouvelles choses. Parce que moi, je suis en train de me remettre sur le PowerPoint. Voilà, donc là, par exemple, c'est l'une des dernières pièces que j'ai pu réaliser, où justement, à force de triturer la matière, l'explorer, je vais pouvoir ici utiliser que la base de la plume, le, la brûler, comme cette plume-là, l'utiliser telle quelle pour ajouter comme des flammes voilà, sur le tableau. Ou ici, sortir vraiment de l'idée de la plume dufteuse, de ce côté doux et soyeux, en utilisant une partie de la plume qui est très rigide et pour faire penser un petit peu à un côté plus aquatique, l'oursin, voilà, sortir un peu de l'image de l'oiseau. Et c'est vrai que tout ça m'amène à travailler d'autres idées. Et par exemple, sur ce motif que j'ai pu créer pour un décor mural, on m'avait demandé
avec ces idées de la plume, de décorer toute une pièce de plume, d'où l'idée m'est venue d'imaginer certains motifs en papier peint, chose sur lequel je travaille en ce moment. Donc, ça donnerait un petit peu cet esprit avec échelle 1 ici, de véritable taille de la plume, et un petit peu grossi à cet endroit-là, avec des essais, avec d'autres déclinaisons, avec la coloration. Et l'idée, ce serait voilà, par exemple, partir sur un lait de papier peint comme ça et rajouter de vraies plumes dessus pour ramener toujours la matière sur le papier peint. Et de mixer les deux. Et là, on voit effectivement des exemples de collaboration. C'était ma question suivante, justement. Est-ce que vous arrive de collaborer avec d'autres artisans, d'autres matières et donc, je vois la Compagnie du Verre, en effet. C'est ça, oui. Oui, parce qu'en fait, on est, à force de chercher à exploiter la plume au maximum, ben, on s'intéresse aussi ben, aux autres matières. Et le mieux, c'est de collaborer justement avec des artisans qui maîtrisent cette autre matière. Et avec la Compagnie du Verre, effectivement, on a créé ce bloc de verre dans lequel nous avons inséré une plume simplement d'oiseaux exotiques, mais avec le jeu de lumière et de reflets, on a l'impression d'en avoir 3 dans ce bloc. Ici, l'art du canage, nous avons créé cette suspension avec un tressage en rotin, d'où émanent des moelles de rotin que j'ai habillées de petites pointes de plumes de queue de coq. Ici, Atelier Marguerite, qui est une brodeuse d'abat-jour, j'ai rajouté, pareil, des plumes d'oiseaux exotiques pour vraiment accompagner l'envie de couleur de l'abat-jour. Avec l'atelier Mademoiselle Fraise, là, pareil, on revient sur la marqueterie, sur des tiroirs qui ont été recouverts de feuilles d'or. Et ici, avec l'atelier Edouard, qui d'ailleurs a fait un zoom avec Archistorm aussi. On l'a rencontré il y a quelques temps. Oui. Voilà. Nous avons créé cette applique qui mélange donc la porcelaine et la plume pour voilà, créer aussi une différence au niveau de la matière. J'ai travaillé la plume de différentes manières pour apporter, voilà, là on est dans la plat de toutes petites plumes, là on va être dans le volume, là dans le foisonnement. Enfin, voilà, c'est en fonction de la plume choisie, de la manière de la disposer, on découvre un jeu de lumière complètement différent à chaque fois. C'est très très beau, très beau. Je reçois une question en même temps et je vous la pose parce que alors elle concerne votre travail avec alors la marqueterie de plumes imprimées sur papier peint. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée de collaboration avec vous travaillez donc avec des éditeurs de papier peint et est-ce que des éditeurs de tissus par exemple ça peut être aussi une idée, une inspiration Complètement quoi. Complètement, parce que en fait, pour le papier peint, j'ai travaillé avec la maison Martin Morel, qui est basée à Lyon principalement, et à partir de là, à partir du moment où la marqueterie est passée en visuel et qu'il y a un montage qui a été fait pour qu'elle puisse être agrandie et recouvrir des surfaces les plus grandes, ça peut être édité effectivement sur tissu. Ça sera peut-être l'étape suivante. Après qu'on ait pu voilà, bien développer le papier peint. Ouais. Et justement, ces collaborations et ces différents exemples, finalement, introduisent un peu ma question suivante, et vous y avez répondu un petit peu en même temps aussi, sur la façon dont vos créations habillent les intérieurs. Finalement, quel objet, quelle surface vous créez, et comment on les utilise, et aussi, finalement, quels sont les endroits les plus adaptés, parce que j'imagine que la plume, ça reste fragile aussi. Alors, on a vu la possibilité de la résine. Et donc, quels sont aussi un peu selon les usages et les surfaces, quelles sont les recommandations, si on peut dire, pour les mettre en valeur? Alors, au niveau de l'utilisation de la plume, donc là, par exemple, il y a d'autres motifs de plumes qui vont être par la suite en papier peint également, ou en frise. Tout va dépendre du rendu sur le papier. Il y a aussi le décor sur tissu. Donc ça, c'est un lait d'organza de coton sur lequel j'ai créé tout un motif de plumes
qui a servi pour un paravent. Ça peut être voilà, des cloisons un peu à la japonaise, des, euh, des, des rideaux très, très fins. Ça peut y avoir aussi tout le centre de la plume d'oie, le vert et le rouge, qui sont teintes, et par contre, celles-ci, ce sont des plumes naturelles de faisan doré. Et donc, il y a voilà, ce jeu de couleurs qui sont très intéressantes pour marquer une partie ou sur un meuble, pour mettre en valeur une partie. Et après, pour la marqueterie, voilà, par exemple, cette enfilade G-plan sur lequel j'ai créé donc cette marqueterie de plumes sur les portes, ou sur un secrétaire où là, c'est toute l'avant qui a été animé par des plumes d'oiseaux exotiques. Ici, donc le fond du miroir avec de la plume de faisan argenté voilà, qui fait vibrer un petit peu le fond de ce miroir, ou même on peut encoller de la plume de queue de coq, pareil, coupée en chevron, pour marquer tout le tour d'une chaise. Et bien évidemment, il y a aussi l'application des luminaires, parce que c'était un peu le début de mon aventure. Donc, que ce soit sur pied, en applique. Donc là, c'est une grande applique de plume d'oie sur laquelle j'ai mis justement de la feuille d'or, ou encore en suspension avec de la queue de coq blanche, ou avec de la plume de pampre, ou ici de la queue de coq rouge bronze. Après, des essais aussi, pas des essais, mais des commandes de luminaires avec de la couleur. Et après, des luminaires plus étroits, avec quelque chose un peu plus fourni vers le bas en plume. Après, j'ai aussi des commandes d'abat-jour. Là, c'est un abat-jour entièrement recouvert de plumes de canard, avec un effet de drapé, comme une aile finalement, qui se rabat sur l'abat-jour. C'est vraiment magnifique et ça donne envie de voir en vrai aussi, je crois, parce que les photos sont très très belles. Et je pense que Merci. voilà, se rendre compte aussi du côté irisé en vrai, et puis ça a vraiment l'air très beau et très raffiné. Donc j'espère Ah, pouvoir. Oui. ouais, et d'ailleurs, par rapport au conseil, c'est vrai que comme les plumes sont quand même très souvent iridescentes, là, avoir un bon éclairage pour les mettre en valeur, comme par exemple là, c'est la lumière du soleil, mais la lumière artificielle peut vraiment bien mettre en évidence aussi cette iridescence. C'est peut-être le conseil le plus important, c'est voilà, avoir un éclairage qui peut mettre vraiment en valeur la pièce. Et après, au niveau de l'entretien, bah, c'est dépoussiérage avec un simple plumeau. Il n'y a pas de particularité. La plume n'est pas aussi fragile qu'on ne le croit. Donc, on peut vraiment la mettre dans toutes les pièces. Après, pas à l'extérieur, effectivement, dans un jardin, mais dans une salle d'eau, elle peut très bien s'entendre avec la vapeur d'eau. Parce que vous voyez, d'ailleurs, j'utilise la vapeur d'eau pour la rendre plus souple et plus en volume. Donc, finalement, ça va accompagner sa vie. Il n'y a pas vraiment je vois pas de lieu où on ne pourrait pas la mettre, en fait. Ouais. Et justement, je reçois des questions à ce sujet, parce que c'est sans doute aussi une question qui intrigue un peu. Est-ce que si jamais il y a un dégât, par exemple, un souci, c'est possible de faire des retouches est-ce que on va dire, les créations ne sont pas fixées? Il y a toujours possibilité de les retoucher, de les réparer si jamais elles prennent l'eau, par exemple, on renverse un verre ou quelque chose, je ne sais pas. Oui, après, tout dépendra. Après, on peut peut-être plus recouvrir la plume. Si c'est une marqueterie, par exemple, où j'ai vraiment bien encollé les plumes, c'est tellement fin que je peux rajouter des plumes pour cacher le dégât des eaux. Enfin, tout dépendra, en fait, parce qu'après, après, la plume va sécher. Donc, parfois, comme elles sont bien encollées, normalement, il n'y a même pas de problème. Pour les luminaires, moi, je peux changer les plumes très facilement. Parce que voilà, je fais même des petits packs pour certains de mes clients qui veulent changer de couleur de plume. Je leur envoie juste le nombre de plumes nécessaires et ceux qui les changent de manière très simple.
Et justement, Euh, pour les luminaires, j'en suis à une autre question. Est-ce que les plumes sont anti-feu, du coup? alors, elles peuvent être anti-feu, ignifugées. Après, comme elles sont très loin de la source lumineuse, il n'y a pas de, au niveau réglementation, il n'y a aucun problème. Parce que ça, on est sur la réglementation de l'abat-jour, en fait. Donc, D'accord. les plumes sont suffisamment loin de la source électrique. D'accord. Et alors, une autre question, est-ce que en termes de résistance au vieillissement UV, par exemple, avec la lumière, est-ce que effectivement les couleurs restent stables ou est-ce qu'il y a des petites variations avec le temps? Alors, pour les plumes naturelles, leurs couleurs vont pratiquement être inchangées, malgré les UV. Par contre, les plumes teintes, bien évidemment, comme c'est de la teinture, même si c'est de la bonne teinture très résistante, au fur et à mesure, les UV vont quand même estomper la couleur. D'accord. Et avec tous ces exemples, moi, je me demandais aussi comment vous travaillez avec les architectes. Est-ce que, du coup, vous répondez à des questions très précises, enfin, des commandes très précises, ou est-ce qu'ils vous laissent plutôt libre de créer? Comment se passe votre collaboration avec les architectes? Alors, j'ai les deux exemples, puisque, alors, ma majorité, c'est une envie de plume pour lesquelles les architectes viennent vers moi. Et comme ils connaissent pas tant que ça cette matière, voilà, ils sont très à l'écoute. On échange énormément. Je leur présente beaucoup d'échantillons pour qu'ils comprennent un petit peu le potentiel de la plume et la possibilité voilà, de l'atteindre. Donc, c'est vraiment en échangeant que je vais m'imprégner de leur projet et répondre au mieux, en fait, à leurs attentes en proposant des échantillons, un projet qui, euh, qui qui sera validé. Et après, j'ai eu aussi des demandes très précises de motifs que la personne voulait absolument reproduire en plume. D'accord, donc tout est possible. C'est bon à Ouais. savoir aussi. Je reçois aussi une question sur la question de la transmission de votre savoir-faire, qui est donc plutôt unique et assez rare. Est-ce que vous transmettez votre savoir-faire vous-même ou est-ce que vous rencontrez d'autres plumassiers? Comment ça, voilà, comment vous on va dire, le préserver dans un sens en créant, mais en le transmettant aussi? J'ai des stagiaires qui viennent à l'atelier pour découvrir un petit peu le métier en entreprise. Suite à leur formation, souvent, elles viennent du lycée Octave-Feuillet. Après, elles vont souvent plus dans les ateliers, les grands ateliers comme l'atelier Février, le Marié, qui a été acheté par Chanel, euh, parce que voilà, ça permet de continuer à progresser. Euh, ouais, avec les stagiaires. Après, je fais des démonstrations aussi en atelier. Voilà, principalement. Ouais. Ouais. Déjà, effectivement, le fait d'accueillir des stagiaires. Vous avez votre atelier à Paris, c'est ça, il me semble. Là aussi, on peut Oui, vous dans rencontrer. le 13e arrondissement. Après, comme il est petit, moi, c'est vrai que je donne plutôt rendez-vous à mes clients au marché Biron, au Puy de Saint-Ouen. Parce que là, avec d'autres artisans, on a un showroom qui est dédié à la décoration. Et en fait, on met nos pièces vraiment en valeur dans, dans, dans des mises en scène. Donc, que ce soit les luminaires, les décors muraux ou la marqueterie. Là, elles sont beaucoup plus magnifiées que dans l'atelier où j'ai pas la place de mettre mes pièces, les exposer correctement. En fait. D'accord. Et vous avez peut-être donc on aura l'occasion de vous voir pendant le salon des rendez-vous de la matière. C'est une Oui, question que je reçois justement. Donc, vous faites aussi quelques salons, quelques expositions. Il y en avait une dernièrement, notamment, l'orangerie du Luxembourg. à l'Orangerie du Luxembourg. On va suivre vos actualités avec plaisir parce que je pense qu'on Ouais. a vraiment envie de venir voir en vrai Oui, parce vos qu'après, créations. avant le salon, j'ai deux expositions tout début septembre avec d'autres artisans d'art près de Bastille. Et ensuite, rue de Fourcy, où on va être dans une galerie de rue de Fourcy, près de Saint-Paul, au moment de la Design Week. D'accord, super.
De toute façon, je m'occuperai de vous mettre en relation parce que je reçois aussi quelqu'un qui me demande de recevoir les invitations à ces Mhm. expositions. Donc, bien sûr, je m'occuperai de vous mettre en relation et vous pourrez suivre donc les actualités de Primavera. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous de votre participation. Bah, Merci beaucoup, merci à tous Béatrice, également. pour toutes ces précisions sur votre savoir-faire, qui est donc très, très beau. Et vraiment, c'est une très belle découverte, je pense, pour tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous et je m'occupe de vous envoyer un mail avec l'ensemble des informations et de vous mettre en relation. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.